Il y a des choses extrêmement intéressantes à tirer du crash de Bitcoin et des crypto-monnaies qu'on a eu cette semaine. Beaucoup de gens vont juste passer devant toutes ces datas sans les voir, alors que si on arrive à en tirer les bonnes informations, on peut se créer un avantage sur énormément de monde. Qu'est-ce qu'il faut retenir du crash des crypto-monnaies du 5 août ? Le crash des cryptos ne vient pas pour une fois de notre écosystème, mais d'une perte de valeur de l'entièreté du marché économique mondial, des actions américaines, de la bourse japonaise, etc. Mais ça nous remet quand même un coup d'humilité et ça nous confirme que Bitcoin, malgré les histoires d'ETF, d'institutions, de BlackRock, etc., reste tout petit par rapport au reste. Quand le S&P 500 perd 10%, Bitcoin en perd au moins 20%. Et même si la proposition de valeur tend à considérer Bitcoin comme une réserve de valeur qui protège de l'inflation, il va falloir être très patient avant de le mettre dans la même case que l'or ou d'autres métaux précieux. L'été dans les cryptos, c'est pourri. C'est comme ça. Historiquement, ça fait 14 ans qu'il ne se passe pas grand-chose en été, pour plein de raisons. Pour l'instant, la temporalité se répète encore et encore, n'en déplaise à ceux qui hurlent au biais de confirmation dès que je dis ça. Ce cycle n'a, pour l'instant, absolument rien de différent que le précédent en termes de timing. Et aller jeter un œil à ce qu'il s'est passé dans les précédents à partir de l'équivalent de cette période n'est, selon moi, pas du temps mal investi. Le 7 fois c'est différent a été de retour pour ce cycle. Cette fois il y a les institutions, BlackRock laissera jamais Bitcoin perdre 30% en une semaine, on va avoir un super cycle, ça sert à rien de vouloir attendre les corrections. Bah spoiler, si. Le marché nous montre que oui, les institutions changent certaines règles du jeu, mais pas toutes. Et on a la confirmation que Bitcoin peut subir de très méchantes chutes sans avoir de matelas doré, et on doit aussi prendre l'information sur le fait que ces gens nous diront exactement la même chose en pleine euphorie. Qu'il n'y aura pas de bear market cette fois parce qu'il y a trop de liquidités sur les ETF, blablabla. C'est vraiment une info précieuse qu'il faudra laisser dans un coin de notre tête. Mais on a aussi des indicateurs qui nous donnent encore plus de précision sur la nature de cette correction et sur les leçons à en tirer. Tout a été racheté très vite. Les holders long terme et les mineurs n'ont pas flanché, mais il y a beaucoup de peur sur les marchés. Voilà globalement le bilan à retenir. La smart money s'est ruée sur la peur et sur les prix bas pour acheter de manière très agressive. Selon Falconix, 63% du volume des hedge funds étaient acheteurs, 61% pour les ventures et 72% des agrégateurs ont fait leurs petites emplettes pendant les soldes, se positionnant nettement plus sur Bitcoin que sur Ethereum ou sur les altcoins. Donc les gros portefeuilles ne sont pas inquiétés du tout, et ils ont perçu cette baisse comme une excellente opportunité. Par contre, on peut pas vraiment en dire autant des investisseurs particuliers. Le sentiment global a été extrêmement bas. Le fear and greed a touché le 17, donc l'extrême peur qui n'avait plus été atteint depuis fin 2022, le fond du bear market, et on a eu un record assez fou de capitulation qu'on peut voir avec l'indicateur du SOPR, des détenteurs de Bitcoin à court terme qui se sont fait fracasser à un niveau qui est allé plus bas que quand on a eu FTX, et un niveau tout près des 3 pics que vous voyez qui sont dans l'ordre Luna, la Chine qui banne le mining et le Covid. Le MVRV, qui est un indicateur qui reflète bien la tendance bullish ou bearish du marché, a touché un point bas qui n'avait pas été vu depuis FTX, et l'indicateur de bull run ou de bear market de CryptoQuant a passé la semaine dans le bleu, ce qui est synonyme de bear market selon les datas analysées. C'est un indicateur qui avait très bien annoncé les 2 derniers bears, mais qui avait aussi considéré le crash Covid pré-bull run comme une période de cycle baissier. Ça va donc être à surveiller de très près, et une période trop longue dans le bleu pourrait devenir assez problématique pour Bitcoin. Donc beaucoup de peur qui plane du côté des particuliers, c'est très fébrile même si on est un petit peu remonté. On est clairement dans une vraie période d'incertitude et d'inconfort, et on est très nombreux à se demander si ce crash pourrait bien compromettre l'entièreté du bull run. C'est d'ailleurs ce qu'on va voir tout de suite. Petite parenthèse, je vais pas refaire 30 secondes de speech, mais j'espère que vous êtes abonnés les potes, ça me ferait très plaisir. Bon, bull run ou pas bull run ? Je pourrais vous dire que oui, il y aura un bull run. Le dernier bull run s'est fait sur la base d'un crash, celui du Covid, qu'historiquement les 3 mois post-halving et l'été sont chiants et que l'année d'élection présidentielle et la fin de l'année de halving sont historiquement excellentes, mais ça vous le savez déjà. On va aller un peu plus loin et on va essayer d'être objectif. Je vais vous donner 3 arguments et indicateurs pessimistes qui pourraient nous amener vers un marché potentiellement baissier et 3 indicateurs optimistes qui nous confirmeraient que nous sommes dans une configuration excellente. Les 3 indicateurs bearish. L'or est un actif qui existe depuis des milliers d'années et qui a la réputation d'être l'actif antifragile ultime. Traduction, en période de risque sur les marchés, les gens viennent se cacher dans l'or en attendant que la tempête passe. Donc dans les bonnes périodes haussières de croissance économique, l'or sous-performe les actifs à risque et en période de peur, il performe mieux. Et clairement, cette année, l'or est en train de faire un joli breakout, ce qui confirme l'incertitude globale sur le marché mondial. Bitcoin peut être associé de loin à l'or, donc potentiellement le suivre de près ou de loin, mais ça sera beaucoup plus compliqué pour les altcoins. La fameuse règle de Sam qui a affolé pas mal de monde la semaine dernière, l'indicateur de récession qui s'est déclenché avec le taux de chômage du mois dernier, qui a 100% de réussite, peut nous emmener dans un contexte assez désagréable dans la prochaine année et rentre clairement dans la palette d'indicateurs qui nous annoncent que la situation n'est vraiment pas top et que les conséquences sur l'économie finiront par arriver. La question c'est est-ce qu'on aura le temps d'avoir un beau cycle haussier en attendant ? Il y a des gros conflits géopolitiques partout dans le monde. Chine, Taïwan,
Taïwan, Israël, Palestine, Iran, Russie, Ukraine. Le marché n'aime vraiment pas ces périodes de grosses tensions. Et l'un de ces conflits qui s'aggravent serait dévastateur et pourrait potentiellement tuer notre bull run dans l'œuf. C'est une sorte de grosse épée de Damoclès qui plane au-dessus de nous en permanence. Maintenant, 3 indicateurs bullish, parce que là, pour l'instant, vous vous dites, compliqué quand même cette situation. Mais vous allez voir que c'est pas évident. La situation juridique aux US pour les cryptos devient de plus en plus favorable. Les élections sont toujours des moments très importants et historiquement, peu importe le parti élu, Bitcoin a toujours très bien réagi. C'est très serré dans les sondages, mais l'un des candidats est très pro-crypto et pourrait permettre d'accentuer fortement l'innovation de cet écosystème et de le faire réguler par des gens qui croient en sa croissance. Après, attention, il y a beaucoup d'anticipation, donc c'est pas dit qu'à court terme, une élection de Donald Trump soit forcément haussière. Je vous vois déjà les petits malins qui veulent long juste avant les résultats, faites attention. Par contre, à long terme, c'est certain que ça aura des bénéfices très intéressants. La baisse des taux d'intérêt à court terme n'est pas forcément top pour les actifs à risque, contrairement à ce que la plupart des gens pourraient croire. Par contre, à long terme, c'est sûr que c'est très bénéfique. Une baisse des taux d'intérêt, ça autorise plus de capitaux à venir se déverser sur les actifs à risque, et la Réserve fédérale a actuellement beaucoup de pression sur cette fin d'année et elle va devoir être plus agressive dans sa politique monétaire vu les derniers résultats. Une baisse des taux de 0,5 points en septembre et 0,5 en novembre serait extrêmement bullish pour les cryptos, surtout dans le contexte et la temporalité. La quantité totale de stablecoins sur le marché a augmenté de 25% cette année et elle est toute proche de son sommet le plus haut du dernier cycle. Le fait de voir autant de capitaux se déverser sur le marché, ça rend quand même très difficile à justifier la vision bearish sur le long terme. Une augmentation de stablecoins, c'est forcément très bon pour le marché des cryptos puisque ça signifie qu'il y a plus de liquidités qui gravitent dans l'écosystème et qui sont prêtes à être allouées. Historiquement, une augmentation de la quantité de stablecoins a toujours annoncé une grosse hausse des prix des cryptos. On est dans une situation extrêmement polarisée. On a du très bon et on a du beaucoup plus complexe. Et il est très malin celui qui arriverait à vous dire avec beaucoup de certitude ce qu'il va se passer dans les prochains mois. Aspect extrêmement important. Regardez dans ce crash qui a le mieux réagi, qui s'est fait le plus détruire et ce qu'il faut en tirer comme conclusion. Surtout du côté des altcoins, dites-vous que les projets qui prennent le plus cher pendant les crashs seront ceux qui se feront détruire le plus en bear market. Par contre, ceux qui ont les meilleures rémissions montrent clairement des gros signaux de force pour la suite. L'un des indicateurs parfaits pour ça, c'est le RSI, qui va nous permettre de voir les forces des plus gros projets et ceux qui ont pris le plus cher. On voit que la moyenne sur une semaine, elle est de 41, donc tous les projets au-dessus sont solides et en dessous ont beaucoup de mal. Tout en haut, on a Toncoin, fidèle à lui-même et extrêmement résilient, qui fait partie des projets les plus solides de cette année. Il est dans ceux qui ont le moins corrigé et dans ceux qui se sont le mieux remis. Impressionnant, ça fait un petit moment qu'on en parle, mais ça conforte quand même l'opinion qu'on s'en faisait. Ça fait aussi un moment qu'on dit que les blockchains de Layer 1 les plus efficaces, les plus rapides et les moins chers vont faire une sorte de winner take all, et ça se voit aussi avec Solana qui a pris cher, mais qui a été extrêmement bien racheté. Kaspa en bonne position aussi, et TRX, Tron qui fait jamais trop de bruit, mais qui est toujours d'une grosse solidité. Et ça confirme aussi la théorie de vouloir se recentrer au maximum vers les projets leaders de narratif, vers des projets qui génèrent des revenus réels avec de l'utilisation réelle. Ça fait un moment qu'on en parle sur Crypto Recherche notamment. Les real world assets ont aussi très bien tenu, OM est inarrêtable, Ondo est pas mal non plus, Tao s'est fait casser la gueule dans la redescente, mais a su profiter du rebond pour se refaire, ce qui donne des très bonnes indications pour la suite. Beaucoup de jetons sont en staking sur Tao, donc le projet prend beaucoup de valeur très vite, mais il va corriger très violemment. C'est pour ça que j'ai ajusté ma stratégie de prise de profit sur Tao précisément, et que je vais être beaucoup plus vigilant. AAV fait également partie des projets les plus solides de ce crash, grosse résilience, et on voit de plus en plus de projets assez anciens de la finance décentralisée recommencer à faire du bruit, comme MakerDAO ou Uniswap, et il semblerait bien que contrairement aux altcoins classique où la nouveauté est très valorisée, les protocoles DeFi les plus anciens sont peut-être plus gages de sécurité et font largement de l'ombre au nouveau. Ether toujours bien mou du genou, compliqué de faire une analyse poussée sur Ether, il y a énormément de fluctuations à prendre en compte. Le TF Ether n'est pas un échec en soi, mais on a l'impression qu'Ether est un petit peu entre les deux. L'éternel deuxième, moins performant que le premier et moins attirant de ceux d'en dessous qui ont un potentiel de hausse plus haut. Donc si on cherche de la sécurité et de la résilience, on va sur Bitcoin, et si on cherche plus de risk-reward par exemple, on va sur Solana, Toncoin ou les autres. La paire Solana Ether a d'ailleurs fait un nouveau sommet, ce qui montre la différence de force entre les deux. Ethereum a un écosystème aussi extrêmement fractionné. Il y a un nouveau layer 2 qui se crée tous les 19 jours en moyenne sur Ethereum. C'est assez ouf. Et ils n'ont pas vraiment réussi à se placer dans un certain narratif pour l'instant. Il n'y a pas vraiment de charme, j'ai l'impression, à Ethereum en ce moment. Tout le monde a l'air d'avoir un peu la flemme, d'avoir plein de portefeuilles différents pour le layer 2. Et on se retrouve au final avec une communauté qui est beaucoup moins soudée que l'époque d'Ethereum Proof of Work. Même si attention, c'est toujours quand Ether est faible qu'on ne l'attend pas. Mais à voir.
Même si c'est dur à vivre, les corrections donnent énormément d'informations que très peu de gens voient parce qu'ils sont aveuglés par leur portefeuille qui saigne. Mais ce sont des datas très importantes pour ceux qui arriveront à les utiliser dans la suite du cycle. N'oubliez pas, le contexte, c'est la clé. Dézoomez, comprenez ce qu'il se passe et tirez-en les bonnes conclusions. Merci beaucoup.